Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale que nous consacrerons aujourd'hui à la Direction générale de la surveillance du territoire, la DGST, qui a connu un événement d'envergure cette semaine. En effet, mardi dernier, le roi Mohamed VI était dans les locaux de la DGST à Rabat, s'informant sur des unités du groupe d'intervention rapide et passant en revue les équipements, les véhicules et les moyens logistiques utilisés dans les opérations d'intervention. Le souverain a ensuite inauguré le nouvel institut de formation spécialisé et visité ses différentes composantes. Cet événement est aujourd'hui l'occasion de faire le point sur les missions de la DGST sur le plan national et aussi sur son rayonnement à l'international à la lumière des nouveaux défis qui menacent la sécurité du Maroc et aussi celle de ses pays amis et alliés. Nous évoquerons tous ces sujets de cette émission spéciale de ce soir avec Naïm Kamal, le directeur du site quid.ma, et Mohamed Benhamou, vous êtes universitaire spécialisé dans les questions de sécurité et de terrorisme et aussi président du Centre marocain des études stratégiques. Bonsoir messieurs et merci d'avoir été avec nous. C'est Mohamed Benhamou, nous commençons avec vous. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la DGST, en quoi consiste son action et en quoi cette visite royale constitue un événement d'importance pour cette direction? Depuis la création de la DST en 1973, elle a connu des évolutions et aujourd'hui donc la DGST est une institution qui a tous les caractères d'une institution moderne. Elle a pour mission d'assurer la sécurité des citoyens et de la patrie. C'est tout un travail à la fois de contre-espionnage mais aussi un travail de lutte contre toutes les formes de crimes organisés et aussi le terrorisme. C'est dans l'architecture sécuritaire nationale, la DGST occupe une place importante à côté de l'ensemble des acteurs dans une complémentarité et avec une vision générale qui permet aujourd'hui à ce service de sécurité d'assurer une très grande efficacité dans l'action qu'il mène pour préserver le territoire national et préserver aussi les citoyens marocains de l'ensemble des menaces et des défis sécuritaires qui se dressent aujourd'hui au Maroc et à l'ensemble du monde. Cette visite royale aujourd'hui, bien sûr, donc pour cette institution est une phase importante. C'est une grande motivation pour tous ces hommes et ces femmes qui travaillent dans l'ombre et grâce aussi donc à leur abnégation et grâce aussi donc à tous leurs efforts, c'est la stabilité, la sécurité de l'ensemble du pays qui est aujourd'hui un acquis et qui aujourd'hui donc marque pour l'ensemble de notre pays une certaine donc, forme de fierté face à un contexte international miné par des menaces et des défis sécuritaires multiples. Très bien. Naïm Kamal, dans tous ces discours, le roi Mohamed VI adresse une mention spéciale aux forces de l'ordre. Aujourd'hui encore plus que jamais, le souverain accorde son importance aux services de renseignement et aujourd'hui, c'est la DGST qui est à l'honneur à l'occasion de cette visite inédite. Mais cette visite intervient à un moment où l'organisation terroriste dite État islamique est défaite, est en train d'essaimer un peu partout et aussi à un moment où le projet de rapport, le projet de résolution évoque les menaces terroristes et criminelles qui existent à l'est du mur. Est-ce qu'il y a une explication au contexte de cette visite royale à la DGST, à la lumière de ce qui se passe actuellement sur la scène nationale et internationale? Oui, je crois. Je voudrais juste apporter un rectificatif pour tout à l'heure. Les services de renseignement et de sécurité. Parce qu'il s'agit d'abord d'assurer la sécurité du pays et des citoyens. Pour le fond de votre question, c'est possible effectivement que ça soit lié. Mais il faut retenir que la sécurité est un souci et une préoccupation permanente de l'État marocain et de tout État, quel qu'il soit, parce qu'un État sans service de sécurité constant, vigilant, est un État sans oreilles et sans yeux. Donc c'est essentiel. Et son perfectionnement doit se faire, sa réadaptation doit se faire continuellement et perpétuellement. Donc, mais on peut, dans la conjoncture actuelle, estimer qu'il était plus que nécessaire
de jeter un sunlight, de la lumière sur ce service qui travaille, disons-le terme, osons-le, mais sur le met entre guillemets, la clandestinité, parce que c'est le propre d'un agent de renseignement de travailler dans l'ombre. C'est les hommes de l'ombre, c'est les hommes qui surveillent, qui analysent, qui agissent, qui contre-attaquent, qui luttent contre la subversion et qui doivent faire feu de tout bois et à tout moment. C'est essentiel et c'est effectivement aujourd'hui, enfin hier, nous avons assisté à une mutation nouvelle. D'abord, l'ouverture, même partielle, très partielle, parce qu'on ne peut pas quand même ouvrir un service de sécurité aux caméras et à toutes les indiscrétions ou à tous les regards indiscrets, mais une ouverture. On a une idée sur cet édifice dont on ne connaissait que le mur d'enceinte. Quand vous passez à côté, vous voyez les caméras de surveillance, vous voyez le mur d'enceinte. À l'occasion de la visite royale, on a une idée de la construction de cette enceinte et de ce qu'elle est en train de devenir. Mais on remarquera que tout ça se fait dans la transparence pas la plus totale, parce que dans ce genre de métier d'activité, on ne peut pas être totalement transparent. Il y a eu en septembre une journée porte ouverte de la DGSN. Mais avant de continuer, nous vous proposons un sujet d'un retour sur les infrastructures, sur la visite royale, sur les infrastructures du siège de la DGST, avec un reportage de Kautar Hammoumi et de Kamal Rouleib sur un récit de Oumeima Sbila. C'est un complexe sécuritaire édifié dans le cadre du développement et du système de formation dans le domaine du renseignement, sur une superficie de 35 000 m² et comprenant essentiellement un amphithéâtre de conférences, une salle d'études, un laboratoire pour l'enseignement des langues étrangères, une salle de conférence, une bibliothèque, en plus d'infrastructures destinées aux formateurs et cadres administratifs. Le complexe comprend également une résidence réservée au logement, dotée notamment d'un cabinet médical et d'une salle d'éducation physique et de sport. L'objectif principal de cet institut de formation spécialisé est d'assurer la formation policière spécialisée dans le domaine du renseignement. Cet institut comporte un espace d'accueil et de résidence équipé de tous les services nécessaires, avec des chambres réservées aux ressortissants de pays frères et amis, notamment les pays africains, qui sont invités à bénéficier de formations avancées en matière de renseignement. L'Institut permettra le développement des mécanismes d'action afin de faire face aux menaces terroristes accrues et d'améliorer les méthodes de démantèlement des groupes terroristes, renforçant ainsi les compétences du personnel de la direction et leur permettant de relever tous les défis qui portent atteinte à la sécurité du pays et des Marocains. L'établissement dispose des dernières technologies de formation en enquête criminelle, en interrogatoire et en interception de communication, et ce dans le cadre de la loi et sous la supervision des autorités judiciaires compétentes. Ce complexe est doté aussi d'une armurerie répondant aux normes requises en ce qui concerne les bâtiments sécuritaires sensibles, d'un dépôt de munitions, d'un stand de tir et d'un parcours de saut d'obstacles destiné à l'entraînement et aux exercices d'endurance auxquels sont soumis les fonctionnaires de l'institution sécuritaire. Mohamed Benhamou, comment être transparent tout en restant efficace et comment ne pas oublier le fait d'informer la population tout en gardant son efficacité? Bien sûr, nous sommes d'abord donc face à un service public de la sécurité et un service public qui agit dans la légalité totale et qui agit aussi dans le respect d'un état de droit. Certes, il y a aujourd'hui la gouvernance sécuritaire et il y a aussi toute cette action qui doit à la fois répondre aux besoins de la sécurité tout en préservant
tous les droits, mais en même temps, c'est un service qui s'ouvre à l'ensemble du public dans une transparence qu'on ne peut que saluer, parce que jusqu'à présent, il y a eu toujours je dirais donc une visibilité qui n'était pas toujours présente et peut-être donc un déficit de communication, alors que nous sommes aujourd'hui dans une institution moderne qui a développé que ce soit ses méthodes, ses moyens, ses techniques de travail, et qui a aussi adapté son action à un environnement national et international, mais en même temps donc qui conjugue son action donc dans le respect de la légalité, dans le respect aussi à une action menée sous bien sûr tout ce qui peut préserver l'état de droit, mais en même temps être transparente. Donc c'est un moment important et les Marocains découvrent, et avec eux le monde aussi, que la politique préventive marocaine, que les services de sécurité marocains, et le cas de la DGST est là, donc c'est toute une culture, c'est aussi donc une expérience, une expertise qui a été acquise et qui a donné à l'école marocaine du renseignement et de la sécurité toute sa place et sa spécificité. Alors, à l'échelle internationale. Justement, quand on voit cette approche, donc l'approche dans les moyens, l'approche dans les techniques et l'approche aussi dans la transparence, on peut considérer que la DGST, les services de renseignement d'une manière générale marocains, sont aux normes internationales des meilleurs services internationaux, étant devenus eux-mêmes connus et reconnus comme les faisant partie des meilleurs services de renseignement à l'international. Et vous venez de parler de l'école sécuritaire marocaine, une véritable école. Alors, en quoi consiste cette école et en quoi est-elle différente des autres services de renseignement auxquels elle prête volontiers main forte et souvent, on va dire? Oui, jusqu'à présent, donc il y a des écoles qui sont anciennes et qui sont connues, que ce soit donc l'école britannique ou l'école française ou encore d'autres écoles. D'autres écoles peut-être moins anciennes, telles l'école américaine, l'école soviétique et après donc l'école russe. Mais on est aujourd'hui face aussi donc à des services de sécurité marocains qui ont réussi à mettre en place donc une école marocaine avec des spécificités et des caractéristiques et une culture donc de ces services reconnus internationalement. C'est une école qui a su à la fois tirer profit de tous les acquis et de toute l'expérience qu'elle a depuis toutes ces décennies, mais en même temps se développer, s'adapter, se moderniser pour répondre non seulement aux menaces et aux défis sécuritaires traditionnels ou conventionnels, comme on dit, mais surtout donc aux défis et menaces sécuritaires émergentes et celles du futur. Donc nous sommes au cœur d'une école de sécurité et de renseignement moderne qui a su mettre en place une politique sécuritaire préventive qui à la fois donc à développer les capacités et l'expérience et l'expertise des hommes et des femmes qui la forment, mais en même temps qui s'est doté de tous les moyens techniques pour répondre donc et faire face à ces menaces. Nous sommes bien sûr dans le monde du renseignement et nous sommes bien sûr donc au cœur de l'arme par laquelle on peut stopper toutes ces menaces. Renseigner aujourd'hui, c'est protéger. Et le travail du renseignement, donc c'est la production du renseignement qui est un processus qui passe par plusieurs phases et qui aussi donc connaît l'implication de plusieurs métiers. Donc nous sommes face réellement donc à un monde que les services de sécurité marocains, dans une architecture qui a assuré à la fois donc une coopération interservices parfaite,
Mais dans le cas donc de la DGST, nous sommes aussi donc face et ce qui la création de l'institut de formation spécialisée marque clairement que l'investissement dans le futur se fait et que nous sommes face à on va revenir à l'institut de formation si vous voulez bien, Mohamed Ben Hammouna. Kamal, ces dernières années, je vous pose la question différemment parce que cette question d'école sécuritaire marocaine est importante. Tous les pays du monde, comme vous l'avez si bien dit, ont leurs yeux et leurs oreilles, mais il y a la manière, comme disait l'autre. Alors, ces dernières années, nous avons vu que le Maroc est omniprésent sur la scène internationale, en Afrique, que ce soit au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, en Europe, en France, en Espagne, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, un peu partout. En plus de la collaboration, de la coopération sécuritaire avec les deux grands, que sont la Russie et les États-Unis, est-ce qu'il y a des facteurs idéologiques ou stratégiques ou géographiques qui justifient cette omniprésence du Marocain, des services marocains à l'extérieur? Non, d'abord... Sur quoi peut-elle se fonder, justement, oui, j'aimerais juste ajouter quelque chose à ce que vient de dire Mohamed. C'est que, à ma connaissance, la DGST vient de se doter d'un porte-parole. Et c'est la première fois qu'on a un porte-parole, c'est-à-dire qu'on a un nom, qu'on a un visage auquel les médias, auquel tous ceux qui veulent avoir de l'information sur des questions précises peuvent avoir accès. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est que, vous savez, il y a une longue tradition. Le Maroc a toujours été présent, notamment en Afrique et au niveau des pays du Golfe, notamment, le monde arabe, au niveau des pays du Golfe, en matière sécuritaire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Autrefois, on les trouvait essentiellement dans les entourages de la sécurité des chefs d'État. Ils étaient présents. Aujourd'hui, il y a une mutation qui s'est faite, c'est-à-dire qu'il y a le développement d'un service de renseignement qui est opérationnel partout. Évidemment, la situation stratégique du Maroc dans ce qu'on appelle le détroit de Gibraltar, qui est important et qui est un conflit. Il ne faut jamais oublier que Tanger fait partie des villes où prospérait l'espionnage. Donc il y a une longue histoire dans ce métier. Maintenant, c'est à la confluence de trois grandes régions, l'africaine, l'européenne voilà. Et le monde arabe. Et le monde arabe. Donc ça a imposé cette présence. Et même les autres puissances étaient très présentes à Tanger, à tel point qu'on a fait beaucoup de films sur les films d'espionnage sur Tanger. Donc c'est à ce niveau-là assez ancré. Maintenant, on est passé à un stade supérieur. Avant, nous avions une police qui s'apparentait plus à la police politique qu'à le renseignement, à la sécurité. C'était une lutte contre surtout de la subversion interne. Aujourd'hui, nous avons développé d'abord la coopération internationale, c'est nécessaire, c'est-à-dire que la coopération internationale, il ne faut pas idéaliser, il ne se fait pas sur tous les sujets, ne fait pas sur tous les terrains, il se fait autour de causes communes où des gens ou des services ont des intérêts communs. On ne donne pas tout à 100% à tout le monde. On garde toujours des choses Donc pour soi. Il faut relativiser cette coopération, même si le Maroc est de plus en plus, on l'a constaté, notamment depuis 2003, disons à peu près après 2003, de plus en plus sollicité pour apporter son expertise, pour apporter son savoir-faire, notamment dans des situations où son appartenance culturelle lui permet d'être très opérationnel et d'être très prompt à capter, et à lire et à analyser le renseignement dans sa juste dimension pour en faire l'usage nécessaire. Je crois que c'est aujourd'hui l'un des atouts essentiels des services de renseignement. Évidemment, nous avons d'autres domaines de coopération que le terrorisme islamiste. Il y a également le grand banditisme, le blanchiment, les trafics de différentes drogues douces, dures. Cette année ou l'année dernière, je crois plutôt 2017, il y a eu des saisies historiques de cocaïne qui, venant d'Amérique latine, essayaient de passer par le Maroc pour aller vers
Justement, Mohamed Ben Hamou, aujourd'hui, il a commencé à en parler, Naïm Kamal, sur les différentes menaces auxquelles doivent faire face les Marocains, et des menaces qui viennent de plus en plus massivement et de contrées dont on n'attendait pas qu'elles nous envoient de la criminalité, comme par exemple l'Amérique latine, comme par exemple le terrorisme, on savait ce que c'était, et il y avait une partie chez nous, heureusement, les services sont là, mais maintenant, on a une importation qui vient du théâtre d'opération mésopotamien. Alors, quelles sont ces différentes menaces et comment ils y répondent, comment ne pas s'éparpiller pour pouvoir répondre au sein d'un même service? Je pense qu'effectivement, donc aujourd'hui, il y a une inflation dans les menaces et il y a une multiplicité aussi dans les acteurs auxquels on doit faire face. Et un service de sécurité comme la DGST doit bien sûr veiller à la surveillance du territoire national et la protection de ce territoire, tout en s'inscrivant dans une nouvelle logique qui est celle de la criminalité transnationale et transfrontalière. Nous voyons aujourd'hui effectivement donc l'arrivée des cartels de la drogue en provenance d'Amérique latine, et on le sait, quand la cocaïne débarque, il y a tout un foisonnement autour donc de la cocaïne, des menaces qui s'installent, notamment donc des formes de violence et de liquidation physique et l'utilisation donc des armes, etc. Donc ces cartels qui ont changé leur route pour aujourd'hui arriver en Afrique par ce qu'on appelle la route du Sahara, donc sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest et dans la zone sahélo-saharienne. On considère aujourd'hui que jusqu'à 160 tonnes de cocaïne arrivent par an, ce qui représente... On a eu dernièrement parmi les plus grandes prises faites au monde avec 2,5 tonnes. Au Maroc, oui, c'est une prise record. Et à l'international, pas uniquement chez nous. Donc, nous, la DGST, les services de sécurité marocains doivent faire face à ce genre de menaces. Il y a aussi une prolifération des armes. Après le déstockage massif des armes dans les réserves libyennes, et il y a aussi donc tous ces réseaux de traite des humains, d'immigration donc illégale, en plus de ces menaces liées à la criminalité transnationale organisée. Il y a bien sûr le terrorisme, et surtout nous sommes aujourd'hui dans une phase où plusieurs terroristes avec la déconfiture de Daesh ont fui cette zone et cherchent à s'installer ailleurs. Donc nous sommes dans une phase où le renseignement donc devient la clé, mais le renseignement ce n'est pas donc une chose aisée, à un moment aussi permettez-moi d'affiner, si vous voulez bien, d'affiner la question rapidement, parce que le temps presse. Nous avons presque fini notre première partie. Nous savons que les Marocains ont été particulièrement présents dans 2 attaques terroristes à l'étranger. Et en 2015, début 2015 à Verviers en Belgique, fin 2015 à Paris. Et que les Marocains étaient à la manœuvre derrière en matière de renseignement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, dans la mesure où vous avez les renseignements, bien entendu? Alors, je ne peux pas prétendre ça, mais ce que je peux constater en tant qu'observateur, que les services de sécurité marocains ont apporté un appui important à plusieurs services de sécurité étrangers. Vous avez évoqué les Belges et Français, mais aussi Espagnols, Italiens et même donc en Afrique et un peu partout dans le monde, parce que là nous sommes face à une doctrine du renseignement marocain qui s'articule bien sûr autour donc de la coopération interservices, mais aussi la coopération internationale. Et dans ça, la clé justement, c'est que ce produit qui est le renseignement aujourd'hui, il nécessite une certaine compétence et une certaine expertise et un savoir-faire. Comme vous le savez, le cercle
du renseignement. Donc, il passe par plusieurs compartiments et chaque compartiment nécessite un savoir-faire et une expertise, que ce soit donc de l'identification et la définition des besoins, passant par la collecte, passant après donc par le traitement de l'information. Et là donc le problème qui se pose aujourd'hui pour un service de sécurité, et c'est là où on comprend donc l'expérience et l'expertise et le talent aussi de cette école marocaine, c'est dans une inflation d'informations, parce que le problème aujourd'hui n'est pas le manque d'informations, c'est cette inflation d'informations. Savoir les trier, c'est le traitement et l'analyse. Pour l'Afrique, le Maroc est aussi très présent, sauf peut-être pour un seul pays qui est l'Algérie. Vous allez nous répondre après quelques instants de pause. Nous nous retrouvons tout de suite. Merci. Bonsoir mesdames, messieurs, nous reprenons notre débat, notre émission spéciale sur la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, la DGST, qui a reçu mardi dernier la visite très importante du roi Mohamed VI dans ses nouvelles infrastructures à Rabat. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en débattons aujourd'hui avec Naïm Kamal, directeur du site Kuwait.ma, et Mohamed Benhammo, vous êtes professeur universitaire, vous êtes spécialisé dans les questions de sécurité et de terrorisme et aussi président du Centre marocain des études stratégiques. Nous en arrivons aujourd'hui maintenant, excusez-moi, aux moyens mis en œuvre par la DGST. Mais avant, nous vous proposons un sujet sur l'entraînement des commandos de cette direction. Un reportage de Kautar Hammoumi et de Kamal Rounaïm sur un récit de Souheil Jalil. L'Institut de formation spécialisé de la DGST, un établissement au service de la nation et des citoyens. Dans une initiative sans précédent, la DGST a ouvert ses portes à nos caméras pour filmer les simulations et les manœuvres de ses troupes d'élite. Ici, nous sommes au stand de tir des forces spéciales. Des heures d'entraînement assidues font le quotidien de ces forces d'intervention rapide. Objectif, parfaire la dextérité des troupes et parachever l'exercice délicat du tir de précision. Ces forces spéciales suivent un entraînement rigoureux. Ce sont des troupes d'élite qui interviennent en première ligne face aux dangers terroristes et ceux liés au crime organisé. C'est pour cela que nous nous assurons de leur accorder les meilleures conditions d'entraînement. Les exercices variés, ils comprennent l'utilisation d'armes de poing, mais aussi d'armes lourdes telles ces mitrailleuses. Leur utilisation reste toutefois restreinte au cas d'urgence, à l'image des menaces terroristes et du crime organisé. Les exercices prévoient aussi de nombreuses positions de tir, debout, accroupi et ventre à terre. Elles participent grandement à acclimater les forces spéciales à l'exercice du terrain, afin de faire face aux menaces terroristes accrues et d'améliorer les méthodes de démantèlement des groupes terroristes. L'Institut de formation spécialisée de la DGST permet de développer des mécanismes d'action performants, renforçant ainsi les compétences du personnel de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, autant de structures et de démarches pour relever tous les défis qui portent atteinte à la sécurité du pays et des citoyens. Alors Mohamed Benhammo, puisqu'on parle des moyens mis en œuvre par la DGST, quels sont le système de formation et les techniques utilisées ? C'est un système de formation très moderne, adapté à la nature des menaces émergentes et des menaces futures. C'est un système de formation qui est ouvert aussi à l'ensemble des défis en matière de sécurité, mais aussi donc un système de formation qui permet de doter les acteurs en matière de sécurité des moyens, des méthodes, des techniques qui leur permettent de faire face à ces menaces et surtout donc d'avoir une meilleure compréhension et connaissance de la nature de la menace, l'ensemble donc de ses ramifications et son réseautage aussi, mais une meilleure compréhension aussi donc de l'environnement dans lequel évolue cette menace. Certes, nous sommes dans un service de renseignement et étant donc un service de renseignement, il reste essentiellement aussi basé sur la dimension humaine et on le sait, le renseignement donc humain reste et restera toujours donc important dans l'action.
Mais il est aussi donc aujourd'hui très ouvert sur le renseignement technique et là on voit que la nature de l'ennemi a changé et les moyens utilisés aussi donc par les ennemis de la nation donc changent. La question aujourd'hui est comment comment arriver le premier avant que ces acteurs asymétriques, l'ensemble de ces acteurs donc, qui visent à toucher donc, la sécurité, que ce soit des citoyens ou du pays, avant qu'ils ne passent à l'acte. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une culture du renseignement qui est nouvelle et par l'institut spécialisé, c'est aussi donc créer et donner une culture commune à l'ensemble des intervenants dans ce secteur. Nous sommes face à une véritable production du renseignement et le produit du renseignement donc passe par plusieurs phases. La question qui se pose, le problème plutôt qui se pose aujourd'hui, c'est cette inflation dans les informations et comment justement donc arriver à trouver ou à transformer l'information donc en un produit du renseignement. C'est pourquoi nous sommes face à des compartiments qui sont différents. Auxquelles on peut faire face bien aussi. sûr, bien sûr, il y a aujourd'hui, c'est là où on retrouve chez les services de sécurité marocains donc la main du maître. C'est bien sûr donc l'identification du besoin et l'orientation donc vers le besoin réel. Deuxièmement, donc au niveau de la collecte, dans cette inflation donc d'informations, donc comment collecter l'information qui est donc passible au moment donc du traitement, parce que donc c'est le traitement aussi qui permet de transformer l'information en produit du renseignement et de là donc passer à l'analyse. Et tout ça donc nécessite un grand savoir, une grande connaissance, une grande maîtrise, une connaissance donc de l'environnement, des acteurs, une connaissance des ramifications, une connaissance donc de ces réseautages, surtout à un moment où il y a plusieurs sources ouvertes qui produisent tout et n'importe quoi dans l'information, qui peuvent même donc produire de l'intox. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui comprendre, c'est que nous avons des services de sécurité, et la DGST par son action donc le prouve, qui sont aujourd'hui à un niveau international très élevé, reconnu par l'ensemble des services de sécurité internationaux qui font appel à leur aide, à leur soutien, parce qu'ils ont acquis aujourd'hui donc une expérience, une expertise, et aujourd'hui donc ils sont parmi les rares services de sécurité à mieux connaître l'ensemble de ces défis, l'ensemble de ces menaces, que ce soit dans la criminalité transnationale ou le terrorisme. Donc nous sommes réellement dans le cas d'espèce face à une école marocaine du renseignement avec des empreintes, avec des techniques, avec des méthodes, avec une culture bien spécifique. Et bien sûr, donc ces héros de l'ombre aujourd'hui dans l'ensemble donc des services de sécurité et de renseignement marocains. Donc c'est un moment de leur rendre un grand hommage. Alors oui, effectivement, parce qu'on voit les résultats sur le terrain, dans notre réalité, Absolument. et pas uniquement ici, mais aussi à l'étranger. Alors dans cette traque du crime et dans la lutte contre le terrorisme, c'est plutôt HUMINT ou ELINT, c'est plutôt Human Intelligence ou Electronic Intelligence, sachant qu'avant, les Marocains, c'était beaucoup, enfin au niveau Maroc, enfin, plusieurs années, c'était un peu plus l'intelligence humaine, c'est-à-dire le renseignement humain. Du côté européen, c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines lacunes, c'est uniquement l'intelligence électronique, l'élite. Maintenant, c'est HUMINT ou élite au Maroc. Non, moi, je Et pense dans quelle proportion, comment ils s'imbriquent? Je pense qu'on ne peut pas les séparer. On a besoin du renseignement humain et on a besoin du renseignement technique. Sauf que ce qui est maintenant donc sûr, effectivement, comme vous l'avez mentionné, les Occidentaux se sont beaucoup appuyés sur le renseignement technique, mais il s'avère aujourd'hui qu'on ne peut pas occulter le renseignement humain. On a besoin même, quand il s'agit donc de renseignement technique, de la touche donc humaine, ce qui fait que aujourd'hui
aujourd'hui, et c'est là où nos services et la DGST donc, nous donnent cet exemple, c'est le renseignement donc, humain, comment il a été aujourd'hui donc, bien ficelé, comment donc tout le cercle est bien encadré, et comment donc il y a des interventions spécifiques, spécialisées et efficaces, avec beaucoup d'efficience aussi à tous les moments, parce que, disons-le, face à la nature des menaces que nous connaissons aujourd'hui, le temps est important. Et pour réussir une politique préventive, il faut maîtriser le temps. Et je pense que là, l'école marocaine donc, a su être toujours à temps, c'est-à-dire donc avant que les acteurs ne passent à l'acte. Mais je dois seulement apporter un dernier point. L'approche marocaine, rapidement, donc l'approche marocaine ne vise pas à couper les armes, elle cherche toujours donc les têtes. C'est pourquoi dans cette approche, on laisse des fois donc des choses passer, mais en les maintenant sous surveillance pour arriver donc aux têtes et mettre fin définitivement. Absolument. Deuxième élément, c'est que donc la DGST elle est dotée de tous les moyens d'écoute dans un cadre légal qui lui permettent aujourd'hui de préserver la sécurité et la surveillance de l'ensemble du territoire national et la sécurité du pays et des citoyens. Très bien. Donc nous avons vu dans notre sujet, Naïm Kamal... Je voudrais juste préciser quelque chose. C'est que le Maroc était essentiellement fondé sur le renseignement humain. C'est-à-dire c'est ce qu'on disait à l'instant. Oui, c'est tout le réseau d'agents, d'informateurs qui est implanté à travers l'ensemble du territoire, qui est également utilisé par d'autres services de collecte de l'information et du renseignement, et que tout cela influe. Il ne faut jamais oublier que le 11 septembre, à New York, a été possible, et les Américains et les Occidentaux s'en étaient rendus compte après coup, que c'est parce qu'ils avaient cru qu'il suffisait de disposer de la NCA et des moyens technologiques pour pouvoir détecter une menace, une information, un renseignement précis. C'est en ce moment-là précis que le Maroc avait commencé à faire à peu près le chemin inverse, qu'il a commencé à se technologiser. Dans le domaine le professeur Belhamou, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher l'un sans l'autre. Non, c'est-à-dire que vous savez, c'est-à-dire que l'information technologique, même quand il s'agit de l'écoute, il est difficile à interpréter parce que même celui qui est écouté a ses propres moyens, il sait qu'il se peut qu'il soit écouté, et donc il y a toute une subjectivité de chaque partie du jeu qui entre en fonction. Et tout le problème des structures d'analyse et de traitement, c'est de séparer le livret, le bon grain de livret, et essayer d'éliminer soit les inductions en erreur que peut générer l'information technologique ou le renseignement technologique, et également corriger et rectifier la subjectivité du renseignement humain. Parce qu'il y a l'émotionnel, il y a le personnel qui peut s'introduire. Vous savez, quand on fait de la filature, quand on fait de l'infiltration, quand on fait un certain nombre d'opérations de renseignement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a des interactions qui se réalisent et qui peuvent fausser toute la donne si derrière vous n'avez pas une structure capable justement de réguler tout ce flux. Bien. Alors tout à l'heure vous avez fait, professeur Belhamou, une allusion à la loi, dans le cadre de la loi. Il faut quand même aussi parler de ça concernant les forces de l'ordre, concernant les services de renseignement, auxquels nous rendons tous hommage parce que nous voyons les résultats, autant aussi bien au niveau de la lutte antiterroriste que dans la gestion des événements nationaux, que ce soit des manifestations ou des matchs de football nationaux internationaux ou des grands événements internationaux. Quelle est la place des droits de l'homme dans la formation des éléments des services de renseignement ?
Les droits de l'homme aujourd'hui est une matière qui est enseignée et une matière donc qu'on retrouve dans la formation qui est octroyée aux éléments des services de sécurité. Nous sommes aussi dans le cadre d'un pays qui donne toute sa place à l'état de droit et nous sommes aussi aujourd'hui donc avec un arsenal juridique qui place toutes les actions dans un cadre juridique et légal avec une transparence totale. On voit que dans l'action, le parquet est aussi bien sûr présent. Donc nous ne sommes pas dans un cadre où l'action donc se fait en dehors de la loi. Certes, aujourd'hui, l'équation de lutter contre le terrorisme, de lutter contre la criminalité transnationale ne doit pas se faire et ne se fait pas sans la préservation de l'état de droit. Et c'est pourquoi donc on parle justement donc de la gouvernance sécuritaire. Justement. Alors, Naïm Kabel, je vous la racontais hors antenne, je vous racontais maintenant, on va faire partager le téléspectateur, c'est une petite anecdote personnelle. Une fois, j'étais avec mon fils dans la voiture, il ne voulait pas mettre sa ceinture de sécurité. Je me suis arrêté, j'ai demandé au policier... Vous avez appelé la DGST pour ça? Non, pas la DGST, le policier, parce que la DGST, c'est aussi la police. Et je lui ai dit de parler au jeune homme qui refusait et de lui faire peur, de le gronder. Eh bien, il lui a dit, nous ne grondons plus personne, nous ne faisons plus peur à personne. Je te suggère simplement d'écouter ce que dit ton père et de respecter la loi. Voilà, une approche. Alors, quels sont les facteurs aujourd'hui, justement, Mohamed Ben Hamou en parlait, les facteurs qui assurent une bonne gouvernance sécuritaire et quelle est la relation actuelle, vous qui avez connu pas mal de décennies dans ce pays, la relation actuelle de la police, DGST ou DGSN avec la population, la perception des uns sur les autres et le rapport des uns aux autres. Non, d'abord, je dois vous dire que vous êtes tombé sur un policier gentil. Non, je ne pense pas, parce qu'on a eu d'autres raconter toutes les anecdotes. Qui a tenu compte de la complicité dans laquelle vous l'avez introduit. Dès lors, il ne pouvait que essayer d'être utile. Cela dit... Vous auriez pu poser cette question il y a 30 ans, vous auriez peut-être une autre réponse. Non, cela dit, il est vrai qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de transformations dans les comportements. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça relève, il ne faut jamais oublier... C'est une nouvelle génération qui arrive. Non, c'est une nouvelle génération qui est différemment formée sur ce point. Cela ne veut pas dire que tout est bien dans le meilleur des mondes. Il faut savoir raison garder. On peut tomber aussi sur des policiers, des agents qui ne sont pas dans la norme. Mais pour l'essentiel, ce changement de comportement remonte au discours royal sur le nouveau concept de l'autorité. C'est-à-dire, il avait là, le souverain avait mis la semence de ce que devrait être le rapport de l'autorité, quelle qu'elle soit territoriale, qu'elle soit policière, qu'elle soit du renseignement, avec le citoyen. C'est d'abord... Et au bout de 18 ans, ça donne quoi, le discours remonté à 2000 ? Ça donne une bonne évolution, voilà. Mais une évolution qui n'est pas toujours générale, qui n'est pas toujours partout, et c'est pour ça on l'avait dit dans une émission, je crois qu'on avait fait sur la sécurité routière, qu'il y a des moyens, des techniques, des caméras portées, des façons de verbaliser qui essayent de limiter les comportements hors normes. Mais généralement, la police d'abord, elle est déjà, je peux le dire, moi je le vois, je ne parle pas pour le Maroc entier, parce que je ne suis pas dans le Maroc entier, mais je parle pour là où je suis, la police est déjà plus polie. Quand vous allez au commissariat, vous n'avez plus la même... Je ne sais pas si ça dépend des quartiers. Vous n'avez pas la même... Mais j'imagine qu'au niveau... Parce que c'est le sujet, là, au niveau de la DG... Mais la perfection n'existe pas. Oui, je le sais. Les brebis galeuses existent partout. Il y a des communiqués à longueur de semaines ou de mois sur des suspensions. J'ai pas dit, mais moi je parle, c'est la proportion. Voilà, c'est le pourcentage qui existe, c'est le pourcentage. Je pense qu'il y a une amélioration, je pense. Aujourd'hui, ce qui est important pour moi, puisqu'on parle de la DGST, du renseignement, de la lutte contre la subversion, de la lutte contre le terrorisme,
il y avait une époque où on commençait par rafler tout le monde. Et après, on fait le tri. Aujourd'hui, non. On prend la peine. Oui, mais ça, c'était avant, comme disait la pub. Oui, on prend la peine. Vous me parlez des changements des comportements. Je vous le donne sur le sujet du jour. Sur le sujet du jour, il y a aujourd'hui un travail d'observation, de collecte de renseignements, d'informations, de vérification, de recoupement, d'analyse avant d'aller vraiment à l'arrestation. Avant, c'est comme on disait jadis dans l'armée, on exécute et on discute après. Avant, on arrête et on vérifie après. Si, Mohamed, est-ce que vous avez des données sur les réalisations, sur les réseaux démantelés, sur les résultats des tracks, enfin sur tout ce que fait la DGST, des données chiffrées ou pas chiffrées? Et moi, juste avant peut-être et rapidement, je pense que ce dont on doit être fier aujourd'hui, nous avons donc des services de sécurité avec une vision, une stratégie réelle, avec une architecture de sécurité et de renseignement, et avec un bon encadrement, mais aussi donc avec une professionnalisation à tous les niveaux. Ça, c'est un atout que beaucoup de pays n'ont pas, et c'est grâce à cette action, à cette stratégie, que nous avons donc une politique préventive qui a justement donc qui a permis aux Marocains de ne pas connaître, Dieu merci, ce que d'autres ont connu en attentat. La DGST a déjoué plusieurs attentats, et là permis aussi donc de mettre fin à l'activisme de plusieurs cellules, arrêter plusieurs présumés terroristes. Donc, bien sûr, et ça continue à se faire avec une permanence dans l'action, et aussi donc avec une grande réussite dans la politique préventive. C'est fini pour cette émission spéciale sur la DGST, ses moyens, ses objectifs. C'est la DGST qui a reçu la visite importante du roi Mohamed VI mardi dans ses locaux à Rabat. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission spéciale. Nous vous laissons sur Medi 1 TV avec ses programmes et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci.